Jérôme Lavrieux, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le directeur adjoint de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en 2012. Vous publiez ce livre, sorti jeudi. Pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide aux éditions de l'Archipel. On plonge dans les coulisses de cette campagne à coup de meeting géant qui se terminera par l'affaire Big Malion, pour laquelle vous avez été condamné. Vous avez décidé de livrer vos vérités, la totalité de votre vérité sur cette campagne? Oui. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'aviez pas dit? Cette campagne, en fait, ce livre, c'est sur un parcours qui amène... Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit jusqu'ici? J'ai pas décrit les coulisses. Ou alors, si je les ai écrits, c'est auprès des policiers et auprès des juges. Vous avez dit que j'ai été condamné, j'ai fait appel. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de condamnation définitive. Ça permet aux personnes qui ont suivi, mais parfois on suit... dans les journaux, et puis on passe à autre chose, qui voudraient voir comment ça s'est passé réellement, de pouvoir le découvrir, sans que pour autant je me donne le beau rôle dans ce livre. Alors ça, il faut le dire, vous ne vous épargnez pas. Cela dit, on a quand même l'impression que c'est petits meurtres entre amis. C'est ça la politique en France? Quand je regarde vos émissions sur la politique américaine, j'ai pas l'impression que ce soit un océan de bonheur et de gentillesse entre les uns et les autres. C'est ça la politique en général. C'est fait avec des humains, donc il y a des rapports humains qui sont parfois plus ou moins électriques. L'humain, justement. Les Français découvrent votre visage en mai 2014. Ce jour-là, sur un plateau de télé, vous décidez de tout lâcher. Avec du recul, quand vous revoyez cette séquence, vous en pensez quoi? J'ai jamais revu cette séquence. Je n'arrive pas à la revoir. L'idée même de la revoir me met dans un état qui n'est pas très sympathique. Sur le fond, vous lâchez tout, mais vous cherchez à protéger quelqu'un? Je ne dis pas que je lâche tout et que je protège personne. En tout cas, je ne me protège pas moi. Tout ce que je dis dans cette émission, vous pouvez vérifier, ça a été vérifié par l'enquête et lors du jugement en première instance. Je n'y vais pas pour travestir la vérité, je n'y vais pas pour détourner l'attention des enquêteurs, puisque l'enquête a commencé. J'y vais pour dire la vérité, ramener ça à ce qui s'est réellement passé et pas au fantasme que les uns les autres, pour s'épargner eux-mêmes, commencer à raconter. Alors le fantasme, comme vous dites, c'est quand même que vous essayez de protéger quelqu'un et que vous avez joué les fusibles. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy. Vous savez, Jean-François Copé, il n'a même pas été mis en examen. Il n'a même pas été mis en examen, donc il ne fait pas l'objet de poursuite. Nicolas Sarkozy, oui, il a été condamné, lui, à 3 ans, à 1 an de prison. De prison ferme, c'est la peine maximum. Oui, mais c'est la peine maximum encourue. Vous savez, en France, le code électoral et le code pénal sont, je l'ai appris à mes dépens, sont beaucoup plus doux pour ceux qui donnent les ordres que pour ceux qui les exécutent. On vous sent pas amer? Vous auriez des raisons d'être amer? J'essaye de ne pas l'être. Vous l'êtes un peu? Non, faut pas cultiver l'amertume. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'essaie de positiver, de tourner la page, de faire autre chose. Alors vous l'avez dit. Ces gens-là ne méritent pas mon amertume. Vous êtes en contact avec eux toujours? Avec qui? Nicolas Sarkozy? Non. La dernière fois je l'ai vu, c'est lorsqu'il a fait une brève apparition au procès. Oui, Jean-François Copé, oui, je le vois régulièrement, bien sûr. Alors à la barre, vous avez admis avoir couvert un système de fausses factures dans le but de financer une machine folle que personne n'était en mesure d'arrêter. Pourquoi vous êtes le seul à assumer? Comment vous l'expliquez? Je sais pas, peut-être que je suis pas fait comme les autres. À quoi ça sert de prendre les gens pour des imbéciles? J'assume avoir couvert, mais pas en être l'initiateur. Mais j'assume ma part de responsabilité. Ce que je me suis refusé à faire, c'est quand même assumer la responsabilité des autres. Mais après, chacun est libre de se défendre comme il veut, y compris en racontant n'importe quoi. Est-ce que ce procès signe la fin des grandes campagnes, des trop grandes campagnes électorales? Je l'ai pensé, je l'ai espéré, et je me rends compte que ce qui est en train de signer la fin des trop grandes et trop dépensières campagnes électorales, c'est plutôt le Covid. La France est en année présidentielle, oui. Vous connaissez tout le monde. L'ancien vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, nommé porte-parole d'Éric Zemmour et exclu du parti. Les Républicains, c'est une belle prise? Pour qui? Pour le parti d'Éric Zemmour, pour Éric Zemmour. C'est retour au bercail. Il a fait un tour complet, il est passé de l'extrême droite et il revient à l'extrême droite. Voilà. Alors, on va faire un point sur le ton de cette campagne avec Grégory Fontana. Un président, pas encore candidat, s'adresse aux non-vaccinés et dit vouloir les emmerder jusqu'au bout. C'est pour le moins familier, mais parfaitement assumé. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. Le ton est donné, à emmerder, répond déboulonnée la candidate de Les Républicains, le parti de droite qui se revendique du gaullisme. La charge est virulente.
Je combats tout autant les extrêmes que le président en place. Mais c'est le président en place que je veux déboulonner et non pas les statues de l'histoire de France. À la droite et ses extrêmes, le candidat polémiste n'en démord pas de son credo, la théorie du grand rassemblement avec, je cite, l'islamisation de la France. Renverser la table et renverser l'évolution depuis 40 ans qui ont fait qu'on a méprisé ces zones rurales et qu'on s'est dit l'avenir c'est uniquement les métropoles, l'avenir c'est uniquement les banlieues. L'extrême droite dans cette campagne, c'est aussi la candidate du Rassemblement national, autrefois Front National, qu'elle pensait pouvoir être la seule à représenter à chaque jour sa déclaration polémique. À gauche, la polémique est surtout au niveau des sondages. La candidate du Parti socialiste ne peut que constater l'échec quand elle appelle les partis de gauche à une liste commune. Cette proposition, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'un accord, en tous les cas d'une reprise de volée pour avancer ensemble. Une reprise de volée à la limite du tacle quand on représente la gauche radicale de la France insoumise. Battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille. C'est aussi en substance le message des écologistes qui refusent toute idée de primaire de la gauche. En attendant, entre emmerder, déboulonner, renverser la table et peut-être bientôt ficher moi la paix, les 4 mois qui restent de campagne sont plus proches du dictionnaire d'argot que celui du siècle des Lumières. Des chaînes d'approvisionnement. On dit souvent que c'est Nicolas Sarkozy qui a désacralisé la fonction présidentielle avec ses petites phrases, notamment le fameux « casse-toi, pauvre con », je le cite. Vous adhérez à ça ? À l'idée que c'est lui qui a désacralisé. Il a lancé cette nouvelle façon de parler en politique. Ça avait commencé avec le Karcher, en fait. Il était ministre de l'Intérieur, mais en campagne électorale. Il a nuit au ton politique en France ? En France, le président de la République, c'est un système qui existe nulle part ailleurs. Un président avec du pouvoir. Dans tous les autres pays démocratiques dans lesquels vous émettez, le président, en général, il n'a pas de pouvoir. Donc il doit faire attention à ce qu'il dit, parce qu'une fois qu'il est élu, il doit penser qu'il représente l'ensemble des Français. Pour conclure, je me suis toujours posé la question de savoir si la politique rend fou ou si la politique, au contraire, attire des fous. Vous avez tranché d'un mot pour conclure ? Je ne sais pas, j'essaie de m'ausculter moi-même, je n'ai pas encore la réponse. Et vous êtes sorti de la politique ? Est-ce qu'on en sort vraiment un jour ? Je ne sais pas. Ce sera le mot de la fin. Pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide. Jérôme Lavrieux, merci beaucoup d'être venu.